Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier match de pré-saison du Barça. Il y a des enseignements à tirer d'une rencontre comme ça, même si voilà, il y a quand même beaucoup de nuances, beaucoup de recul à prendre parce que c'est un match de pré-saison, c'est le premier match de pré-saison, il faut toujours le préciser. Je voyais beaucoup de tweets de personnes qui étaient en mode alarmiste. Les gars, tranquille. C'est un match de pré-saison. On est là d'abord et avant tout pour reprendre du rythme. Assez étrangement, Hansi Flick n'a pas débuté avec l'équipe qui avait gagné lors du dernier entraînement parce qu'ils mettent tout le temps les photos de l'équipe gagnante de l'entraînement. Ben, c'était cette équipe-là, en fait. C'était cette équipe-là avec Joan Garcia, avec Araujo, Christensen, tous ces gens. Il n'y a que Joan Garcia, en gros, de l'équipe gagnante de l'entraînement qui a débuté lors de la première période. Du coup, je me disais que, bon, peut-être que Flick avait déjà son équipe titulaire en tête. Et encore, l'équipe titulaire, tu as Lewandowski qui ne débute pas la rencontre, il débute sur le banc. Mais, je trouve qu'il y avait une vraie grosse différence entre l'équipe de la première période et l'équipe de la deuxième période. En termes de rythme, ça s'est vu tout de suite. Et en parlant de rythme, j'aimerais parler d'abord d'un monsieur ici. Monsieur Lamine Yamal, nouveau numéro 10 du Barça. À l'image de l'équipe, Lamine Yamal, il n'était pas du tout en rythme, ça se voyait, ça manquait beaucoup d'automatisme dans son jeu. Il se dit, allez, c'est la pré-saison, j'ai envie de provoquer, j'ai envie de tout le temps aller tester mon défenseur. Mais frère, quand t'as pas de rythme, t'as pas de rythme. Ça fait longtemps que t'as pas joué un match, entre guillemets, de compétition officielle. Faut parler aussi de cette équipe de Vissel Kobe parce que, ben, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une équipe qui est première de son championnat, c'est une équipe qui a enchaîné, je pense, je sais pas, c'est une dizaine de victoires d'affilée. Ils sont en pleine saison, ils sont en plein milieu de saison là, donc en termes de rythme, ils sont largement en avance sur le Barça. Et je pense que ça s'est vu. Je pense que en termes d'intensité, en tout cas sur la première période, l'intensité qu'ils ont mise, elle était quand même assez élevée. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que ça nous prépare, ça prépare le Barça au début de la saison, à la reprise tout simplement. Parce que si tu joues des matchs où t'as les mains dans les poches du début à la fin du match, ben tu vas te retrouver au début de la Liga avec peut-être des équipes qui viennent te chercher à la gorge. J'étais pas prêt. Donc j'ai aimé le fait que Vissel Kobe vienne chercher le Barça de manière assez agressive, très haut, le pressing quand même très haut assez souvent. Mais voilà, le Barça s'en est un peu sorti. Vers la fin de la première période, le Barça s'est éteint physiquement. Ça ne sert à rien de venir être alarmiste par rapport au fait qu'il ait manqué des dribbles, qu'il ne soit pas passé tout le temps 1v1. Encore une fois, les gars, tranquille. Ça reste le premier match de la pré-saison. Il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas fit. Hein. Ça, on va en parler tout à l'heure. Du coup, Lamine Yamal, moi, je m'inquiète pas du tout. Juste le numéro 10, qu'est-ce que ça lui va bien quand même. Franchement, visuellement, ça, pour le coup, c'est positif par rapport à sa soirée. C'est la seule chose positive, quasiment, j'ai envie de dire. Mais quand même, je trouve que ça lui va. Le numéro 10, c'était naturel. C'était enfin, voilà, ça lui revenait de droit. Et ça me fait plaisir qu'il le porte enfin en compétition. Je veux dire, officiellement en public. Ensuite, toujours avec ce manque de rythme, on avance avec monsieur Pau Cubarsí. Pau Cubarsí qui continue un peu sur la lancée de sa fin de saison où il enchaînait quand même pas mal d'erreurs individuelles. J'ai pas envie encore une fois de lui tomber dessus. Ça reste un premier match de pré-saison, même si lui, ça commence quand même à faire un petit moment. Mais ce n'est pas alarmant. Du coup, son niveau de pic, on le connaît déjà de toute façon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais juste en termes d'erreur, de manque de concentration, on voit que oui, parfois, il fait son âge. Il fait vraiment son âge, mais quand il est à son pic, il est vraiment exceptionnel. Du coup, voilà, il essaye de sortir le ballon. Là, encore une fois, hein, l'intention, elle est bonne. C'est pas négatif ce qu'il essaye de faire, c'est plus dans l'exécution. Lorsque tu tentes des choses comme ça et que tu es dernier défenseur, tu dois être sûr que tu réussis ce que tu fais. Sauf que là, il ne réussit pas. Il essaie de prendre de vitesse, de dribbler le défenseur, l'attaquant, pardon. Et puis, bah, il perd le ballon. Et derrière, l'attaquant se retrouve en face à face. Et là, je veux tout de suite parler d'un monsieur qui a illuminé cette première période malgré le Barça qui était en demi-teinte. C'est monsieur Joan Garcia. Joan Garcia, on le voit, hein, dès que l'attaquant il part en 1v1, il a beaucoup d'espace devant lui. Mais qu'est-ce qu'il fait Joan Garcia? On le voit à l'écran ici. Ben, il s'avance.
il avance tout de suite comme ça, il avance, il reste pas statique, il reste pas dans ses buts à attendre que l'attaquant arrive et qu'il l'ajuste facilement. Non, donc il avance, on le voit très bien, on voit son corps qui est penché en avant, il est courageux, il va vers l'attaquant pour jouer son face à face. Et qu'est-ce qu'il fait? Au moment où l'attaquant s'apprête à tirer, il va très vite au sol, les réflexes, il va au sol, il arrête le face à face, il arrête le ballon. Bon, malheureusement pour lui, derrière, ça c'est pas concluant parce que ça revient avec un rebond et puis l'attaquant du Vissel Kobe, il fait une sorte de contrôle à la Dani Olmo, contrôle orienté comme ça, qui tue toute la défense et puis contre-pied parfait. Voilà, Johan Garcia peut. C'est ça, en fait, ça pour le coup, c'est là que tu te dis, le gardien, il pouvait rien faire. Parce que si il avait pris par exemple le face-à-face, où là tu vois qu'il s'est arrêté, il est statique dans ses buts et que voilà, ça arrivait sur son côté angle fermé, il y a des choses à redire. Mais là, il te sauve littéralement un but. Le but qui rentre là, c'est un but qui est censé être sauvé par Johan Garcia. Donc, je suis un peu dégoûté pour lui qu'il n'ait pas eu son clean sheet parce que j'ai vu de très, très, très bonnes choses. Et ça me rassure, en fait, de voir un gardien au Barça, enfin, qui est courageux. Parce que je l'ai vu aussi sur un centre, au bout un centre tendu comme ça. Il sort, il intercepte le ballon, il le dévie. Voilà, c'est un mec ça se voit en fait que lorsque ça parlait en interne, ça sortait sur Mundo Deportivo Sport pour dire que ils ont rarement vu un gardien aussi courageux avec de tels réflexes depuis Victor Valdés. Je commence à comprendre maintenant pourquoi. Moi, je le suivais pas régulièrement à l'Espagnol, comme tout le monde d'ici, j'imagine. Je l'ai vu face au Barça. Les 2 fois, je l'ai vu aussi face au Real Madrid. Je voyais déjà ces signes-là. Mais je savais pas, en fait, qu'il était autant courageux, qu'il était autant ambitieux de sortir, je veux dire, de ne pas rester, je veux dire, cloîtré dans sa zone, devant ses cages. C'est un mec qui montre que dans la surface, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est sa surface de réparation. Donc, ça fait quand même plaisir, après autant d'années, de voir le Barça avoir un gardien qui est là, en fait, pour faire des arrêts, mais pas que. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais avoir un gardien qui rassure derrière, ça rassure aussi les défenseurs, ça rassure les attaquants, ça rassure les milieux. Donc, si tu as un gardien, tu sais derrière qu'il est fébrile, qu'à chaque fois qu'il va y avoir un tir, ça va être quasiment but, forcément que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et du coup, bon, je vais revenir juste par rapport à l'équipe qui était alignée en première période, c'était celle-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout l'équipe gagnante de l'entraînement. Et je pense que vous avez vu en termes de rythme, ça manquait de rythme. Hein. Ça manquait de rythme, ça manquait même parfois d'automatisme. Lamine Yamal n'était pas du tout en jambes, ça s'est vu. Eric Garcia a fait un bon match, lui, pour le coup. Il est sur la continuité de la saison dernière. Koubarsi, je vous l'ai dit, j'ai pas trop aimé son match parce qu'au-delà de son erreur, il y a aussi une action où il passe des ballons. Voilà. Mais après, c'est son jeu, ok? Il va tout le temps tenter des passes laser comme ça, c'est des passes risquées du coup. Si ça ne trouve pas le partenaire, ça va directement dans les pieds des adversaires. Donc il y en a eu quand même 2 ou 3 comme ça de coups passés durant ce match, mais rien d'alarmant. Ça reste la reprise. Moi j'ai confiance en Koubarsi, je pense qu'il va revenir à son meilleur niveau. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Inigo Martinez aussi qui a tenu son rang. J'ai parlé de João Garcia, Baldé qui revient, qui montre aussi sur ses accélérations, qui est très intéressant. On va parler aussi de son remplaçant de Geoffrey Torrent, le double duo Gavi, Pedri. Je trouve que ce milieu, il n'a pas été complémentaire. Je ne sais pas si c'est juste lié au manque de rythme global de l'équipe ou juste par rapport au milieu aussi qui n'était pas forcément très complémentaire. Gavi, Pedri, Fermin, pourtant, les 3 en individuel, ils font pas un mauvais match. Je trouve juste que, voilà, en termes de complémentarité, c'était pas très ça. Rafinha qui a tenté. Je l'ai vu, Rafinha, pour le coup, assez collé à la ligne gauche. Je l'ai vu beaucoup moins rentrer intérieur ou même au poste de numéro 10 parce que c'est son jeu. Il a collé la ligne. On va parler aussi de Rashford justement par rapport à ça. Et puis, ouais, Lamine Yamal qui a fait son meilleur match, on va pas se mentir. Oui, en fait, un Torres aussi qui a essayé. Je l'ai trouvé assez intéressant dans son jeu de remise, mais pas non plus impressionnant. Ensuite, en deuxième période, on a vu du changement. On a vu cette équipe-là en deuxième période. Et quel changement. Déjà, en termes d'intensité, c'était le jour et la nuit comparé à l'équipe de la première période. Chesney dans les buts, Koundé qui a repris sa place, Araujo, Christensen. J'ai mis Torrent ici parce que lui, c'est un Torrentais que j'ai mis ici parce que Geoffrey Torrent, il n'existe pas dans la base de données de l'application. Frenkie de Jong, Marc Casado, Daniel Mo, Rooney, on va en parler. Rashford, on va en parler. Lewandowski aussi qui a été intéressant dans sa rentrée. Ouais, en termes de rythme, en termes d'intensité, tu voyais que le Barça a monté le niveau. Et quand le Barça monte le niveau d'intensité, il y a beaucoup moins d'actions où Chesney il est en face à face. Il y a beaucoup moins d'actions où les joueurs du Vissel Kobe ils sont en face à face. Ils ont eu des situations, quelques situations, mais c'était largement moins élevé que lors de la première période. Comme quoi, je pense que le problème de la défense, c'est pas un problème de défenseurs centraux purs. Même si, il faut parler de la charnière Araujo-Christensen qui était très intéressante. Araujo, faut le dire, qui avait fait de bonnes choses.
choses. Je l'ai trouvé intéressant. Il a intercepté pas mal de ballons. Ben, il était tranquille aussi. Et à côté de lui, Christensen. Moi, je reste sur ce que j'ai dit lors de ma vidéo des joueurs à surveiller durant cette pré-saison. Si Christensen, il peut rester fit, ne serait-ce qu'une saison, juste une saison sous Flick, les gars, il récupère la place des titulaires. Pour moi, Christensen est un titulaire en puissance. Moi, là, tu me proposes parmi les défenseurs centraux du Barça, le mec que je coche en premier sur la ligne de défense, mais c'est lui, c'est Christensen, devant Inigo Martinez, devant Araujo, devant Koubasi, devant Koundé, devant tout le monde. Parce que le mec-là, il dégage de la sérénité, il dégage de la confiance, il rassure ses partenaires, il intercepte tout, il est propre, il fait les fautes lorsqu'il faut. C'est un mec expérimenté, il a tout en fait. Le seul problème avec Christensen, c'est évidemment son corps qui est fait en papier mâché, en cristal. Il se prend un choc malheureusement pour lui à la tête. Je pense qu'il est sorti par précaution. Ben, vous me direz dans les commentaires hein, si on a des nouvelles par rapport à lui. Mais j'espère qu'il pourra tenir sa place parce que s'il continue à prouver comme ça en pré-saison, ça parlait de vouloir le vendre parce que oui, il y a apparemment une sorte de surplus en défense. Moi, je pense que c'est au milieu qui a un surplus, c'est pas en défense. Christensen, tu le gardes et puis tu pars, tu bâtis ta défense centrale autour de lui. Geoffrey Torrens, on va en parler maintenant parce que je trouvais son entrée très, très, très intéressante. En fait, pourquoi l'entrée de Geoffrey Torrens, elle m'intrigue? C'est d'abord et avant tout parce que Geoffrey Torrens, il est rentré avant Gérard Martin. Et ça, c'est un signe. Il est rentré avant Gérard Martin parce que Geoffrey Torrens, il aurait pu avoir des minutes comme à la fin pour Gérard Martin. Je pense qu'il avait lui aussi, un peu comme Rashford et les autres, que 30 minutes dans les jambes. Mais le caméo qu'il a montré lorsqu'il est rentré, les petites touches de balle pour rentrer intérieur. En fait, déjà, c'est un défenseur latéral gauche assez grand de taille. Ça, faut le préciser, un peu comme Gérard Martin d'ailleurs. Mais à la différence de Gérard Martin, c'est un mec qui est quand même assez agile, explosif. Paradoxalement, ça existe. Après, tu me diras, Rashford aussi est grand. Mais en termes de défenseur, en règle générale, quand tu es défenseur, surtout latéral, lorsque tu es grand comme ça, c'est rare d'allier taille, je veux dire, explosivité, rapidité et tout ça. Et lui, on le voit dès ses premières touches de balle que il a pas peur de rentrer intérieur pour dribbler. Il a pas peur de dribbler sur tout ça, dribbler. Il est à l'aise avec le ballon. Le ballon lui brûle pas les pieds. On le voit ici au bout d'un moment, il fait des dribbles intérieur, extérieur pour mélange de défenseurs. Je sais plus s'il est centre ou s'il revient derrière. Mais voilà, il y a quand même du potentiel par rapport à Geoffrey Torrens. On en parlait déjà lors du mercato, mon mercato idéal, la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines en arrière sur la chaîne. Je vous disais que si jamais tu ne signes pas latéral gauche, Geoffrey Torrens pourrait potentiellement être une solution si tu le testes, parce qu'on savait déjà le potentiel qu'il avait avec l'équipe réserve, mais là, il est en train de montrer voilà, ce qu'il vaut sous les yeux de Flick, et c'est pas un hasard, pour moi en tout cas, c'est pas un hasard qu'il entre avant Gérard Martin. Même Gérard Martin, il rentre, il fait une bonne entrée, je trouve, mais à mon sens, Geoffrey Torrens est meilleur. Il est meilleur. Maintenant, on verra ce que Flick décidera. Est-ce qu'il est sorti aussi par précaution, un peu comme Marcus Rashford? On va parler justement de Marcus Rashford maintenant. Marcus Rashford, j'ai aimé sa rentrée parce que lui aussi, un peu comme Lamine Yamal au début, il a essayé, il n'était pas du tout en rythme, d'autant plus que lui, faut pas oublier qu'il revient d'une blessure. Il n'a pas joué depuis très longtemps, il avait été blessé aux ischio-jambiers avec Aston Villa, donc il a reçu là l'accord médical, comme on dit, le green light médical assez récemment là de la part du Barça, l'autorisation médicale pour jouer. Du coup, ça se voyait qu'il manquait aussi de rythme. Ça se voyait qu'il voulait tenter des choses. Il voulait dribbler, il voulait passer en percussion, mais ça manquait un peu de rythme. Et lui, pour le coup, au fur et à mesure que le match avançait, on l'a vu monter en puissance. On l'a vu vraiment monter en puissance. On le sentait beaucoup plus en jambes, beaucoup plus en confiance aussi. Et ça s'est vu tout de suite dans ses prises de balles. Une action où il se retrouve sur le côté comme ça, il fait mine d'éliminer, il se met assez rapidement, assez facilement face au jeu. Il trouve Rooney Bargi dans la surface. Je pense que c'est Lewandowski, je sais plus, ou Rooney Bargi qui tire dans les airs comme ça. Ça, c'est Rashford. Et sur le but aussi de Rooney Bargi, on va en parler, c'est lui qui est à l'origine. Il prend le ballon côté gauche, il élimine, il rentre intérieur et puis il lance Lewandowski en profondeur. Lewandowski qui lève la tête lui aussi et qui trouve Rooney Bargi. C'est quand même intéressant de le voir monter en puissance, de le voir se libérer de plus en plus. Et je trouve aussi que c'est une perspective assez différente de voir deux ailiers vraiment faux pieds comme ça qui jouent là, parce que c'est plus, tu vois la différence avec Rafinha, parce que Rafinha lui cadre le ballon, tu sens qu'il va plus être attiré par là pour centrer ou alors essayer de rentrer intérieur pour faire une passe, mais il peut pas frapper du droit. Rafinha, c'est pas sa meilleure
on va dire, position lorsqu'il quitte de la gauche comme ça. Rafinha, il est meilleur parce que je le trouve dans le demi-espace gauche. C'est-à-dire que là, il peut vraiment armer pour frapper de son pied gauche ici, ou alors il rentre intérieur comme ça pour faire des appels. Mais coller à la ligne un peu comme Rashford comme ça, c'est deux profils quand même assez différents. Tu vois que Rashford a une facilité de rentrer avec son pied droit pour soit faire des passes ou alors tirer. Le but, de Rooney Bargi, il vient d'une action de Rashford qui quitte de là, il rentre intérieur comme ça, parce que les défenseurs les a tirés, et puis il lance Lewandowski en profondeur. Et Lewandowski, qui lui aussi a vraiment là, ça m'a même limite, hein, ça m'a fait rire de voir Lewandowski avoir une telle lucidité, parce qu'en règle générale, ce qu'il fait dans ce type d'action-là, il touche le ballon 1 million de fois, il essaye de se mettre sur son pied, fin de frappe, il tire contré par le défenseur. Ça, c'est Lewandowski. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il a joué assez facilement, de manière assez altruiste aussi, parce que il était un peu excentré, il voit l'appel Rooney Bargi qui arrive entrée de la surface, il lui fait la passe, et puis Rooney Bargi, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes de Rooney Bargi? Moi, je vous disais que je connaissais pas le joueur, la vérité, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne le connaissais pas du tout. J'entendais du bien de lui, j'entendais parler de lui, que ce soit avec les observateurs qui regardent le championnat danois, Copenhague, ou même les joueurs de football manager qui disaient du bien de lui, que c'était un crack. Tout le monde disait que c'était un crack. D'accord? Je sais pas, hein, je peux pas m'avancer pour vous dire que c'est un crack et le confirmer. Mais lorsque tu vois un joueur qui a du talent, qui a quelque chose en plus, tu le sens tout de suite, dès ses premières touches de balle. Et Rooney Bargi, je vous le jure que je l'ai senti. Je dis pas par là qu'il va forcément réussir sa carrière au Barça et devenir un grand joueur de football, mais le talent, il est là. Le talent, il est là. Moi, j'ai vu des Trincao passer au Barça, j'ai vu des souvenirs, ils avaient tous du talent, intrinsèquement, individuellement, ils avaient du talent. Mais ce que j'ai vu sur le caméo là, Rooney Bargi, en l'espace d'une mi-temps, en fait, il a quasiment rien fait de négatif. Tous les ballons qu'il a touchés, les a bonifiés. Les petites touches pour se remettre dans le sens du jeu, fin de corps, éliminé, il se retourne. Il y a même de Messi dans sa gestuelle. Attention, oh là, pause. Je dis pas là que c'est Messi, parce que je vous connais. Je dis pas que c'est Messi. Je dis dans sa gestuelle. Comment, vous savez que Messi, sa manière de courir avec le bras comme ça, là, il court exactement de la même manière. Gaucher, petit, un peu aussi comme Messi. Donc, l'impression visuelle, on dirait vraiment Messi, pas juste dans l'impression visuelle, dans la gestuelle. Évidemment, la vitesse d'exécution, c'est pas Messi, on est tous d'accord. Mais je voyais déjà pas mal de choses intéressantes aux entraînements. Je vous avais dit la dernière fois, même la vidéo d'entraînement qui est sortie assez récemment, où il fait un crochet intérieur sur Baldé, il tire pas loin de marquer. Sur une action, là encore, l'action du but, on voit déjà en fait ce qu'il est capable de faire. Il a une très bonne frappe de balle. Ça, pour le coup, on le voit dès ses vidéos. Même tu regardes ses vidéos highlights, tu vois qu'il a une très bonne frappe de balle, très précis, ras de terre ou pleine lucarne, il est capable de les placer. Et ça fait plaisir déjà de me dire que tu as enfin un remplaçant capable de faire souffler Lamine Yamal sans que le niveau de l'équipe ne baisse de manière drastique. À confirmer. C'est pas définitif ce que je suis en train de dire là. Là, mon analyse, mon avis, il n'est basé que sur une mi-temps de Rooney Bargi. J'ai besoin d'en voir plus. Ce que je vois pour l'instant là, techniquement, c'est propre. Dans les intentions de jeu, dans le e-football aussi, dans les sorties de balles avec Jules Koundé, ils se sont très bien compris. Il enchaîne, il fait des passes, il fait des tirs. Il est bon, d'accord? Moi, c'est des joueurs intelligents comme ça que j'apprécie, même si les qualités athlétiques ne sont pas celles de Messi Prime ou de Neymar Prime, dans la vitesse d'exécution ou quoi que ce soit. Mais tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Et des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui font extrêmement mal aux défenses. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer lors des prochaines semaines. Mais ouais, il a piqué ma curiosité, Rooney, là, Bargi. On va bientôt sortir Wayne Rooney de la liste des légendes. On va le remplacer par Monsieur Rooney Bargi. Mais très, très, très curieux d'en voir davantage par rapport à lui. Est-ce qu'on peut parler de Monsieur Pedro Fernandez? Parce que lui aussi, j'entendais parler de lui, mais j'ai pas envie de me hype parce que vous savez, il y a pas mal de gamins de la Masia qui sont intéressants. On se dit que c'est des gamins à suivre et tout. Ils sont très prometteurs. Mais j'ai tendance à faire de plus en plus attention, vous voyez, parce que ça reste de jeunes joueurs, surtout lui, il est quand même assez jeune. Mais lui, pour le coup, Flick,
il a tapé dans son œil assez vite, il a tapé dans l'œil de flic aux entraînements. Et c'est pas un hasard qu'il soit retenu pour la tournée asiatique. Tu le vois, lui aussi, dès ses premières touches de balle, qu'il y a quelque chose de différent, en fait. Dès ses premières touches de balle. J'ai l'impression qu'à chaque pré-saison, maintenant, à la Masia, ils vont te sortir un jeune qui va tout casser durant la pré-saison et tu sauras limite plus quoi faire de lui. Mais la vérité, c'est que Dro Fernandez, il a du talent. Et ça se voit sur son but, la technique de frappe, elle est limpide, il la place, même sur une autre action, tu vois qu'il est facile en fait, il est facile avec le ballon. Le seul truc qui est un peu dommage pour lui, c'est qu'à son poste, il y a tellement de concurrence, au milieu de terrain comme ça, il y a tellement de concurrence, mais je pense que c'est un mec qui peut quand même jouer ailier gauche, faux ailier gauche, on va dire comme ça. Mais moi, la vérité, je vais être tout à fait sincère avec vous, j'aurais préféré, pour le poste en tout cas d'ailier gauche, une sorte de substitut à Rashford, si jamais Rashford, je dis, part titulaire un jour, ça aurait été Virgil. J'aurais aimé voir Jean Virgil, mais bon, il n'a pas été de la partie pour la pré-saison. C'est peut-être que partie remise pour lui. Mais voilà, Dro Fernandez, tu sens la finesse, tu sens le talent, tu sens le flair. Le flair, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et j'ai hâte lui aussi de voir qu'est-ce qu'il est capable de nous couper pour les prochaines semaines. Est-ce qu'il va pouvoir alterner avec le Barça Athlétique et le Barça à l'équipe première? C'est quelque chose qu'on va surveiller lors des prochaines semaines. Mais quand même très satisfait de cette première. Je vous l'ai dit, c'était le premier match de pré-saison, c'était une sorte de décrassage, une sorte de reprendre du rythme. On a vu une équipe très compétitive en deuxième période. Casado, j'en ai pas parlé, mais lui aussi, il a été très intéressant, Casado. Très, très actif. Il a récupéré pas mal de ballons. En termes d'intensité, Casado, de toute façon, tu le sais. Lorsqu'il est là, lui, ça va y aller, ça va courir, ça va gambader de vous, ça va récupérer des ballons, ça va prendre des cartons jaunes, des fautes tactiques tout le temps. Donc ouais, ça m'a fait plaisir de voir Casado aussi à ce niveau. Globalement, je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Tu vois quand même qu'il y a quand même moyen d'aligner deux équipes compétitives si tu réussis à vraiment, je veux dire, ajuster par-ci par-là, à bien switcher les choses. Il y a moyen d'aligner deux équipes compétitives. Tu vois cette équipe-là, par exemple, tu me rajoutes ici un Marcus Rashford, tu mets Rafinha ici en numéro 10, ou même un Olmo, tu mets ici, ou alors tu mets Rashford en numéro 9. Il y a vraiment moyen, en fait, d'avoir une meilleure version du Barça que celle de la saison dernière. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite de la pré-saison. Je pense que le prochain match, ce sera le 31 déjà. Et d'ailleurs, je vous sortirai une vidéo avec Lolito qui arrive très rapidement, mardi probablement. Donc, très, très, très hâte de revenir sur tout ça. Donc, voilà, les amis, globalement, je pense que c'est tout. J'ai pas oublié grand-chose. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À très vite.